Mon ex-petite amie a refusé de faire un test de paternité et elle a menti. J'ai abandonné notre bébé, mais au tribunal, j'ai révélé une vérité choquante, et toute son histoire inventée s'est effondrée. Cette histoire a commencé il y a environ 15 ans, alors que je terminais un contrat de travail à l'autre bout de l'État. Ma copine depuis 3 ans, Mélissa, se comportait de façon étrange, même avant mon départ. J'étais parti depuis quelques semaines, pas très longtemps en soi, mais juste assez pour ressentir le besoin de prendre un peu de recul et réfléchir. Notre relation se détériorait à vue d'œil, et j'avais pratiquement décidé de rompre avec elle dès mon retour. Je pensais que ce serait plus facile en face à face. Le lendemain de mon retour, elle m'a déjà bombardé de messages en disant qu'elle avait une grande nouvelle et qu'il fallait absolument qu'on parle. Je suis donc allé la voir, en sachant pertinemment qu'il y avait anguille sous roche. Mélissa semblait un peu trop excitée, joyeuse à l'excès, presque surjouée, et tout de suite, j'ai eu ce mauvais pressentiment. Quelque chose n'allait pas. Puis elle l'a dit, elle était enceinte. Je ne vais pas mentir, cette annonce m'a frappé comme une tonne de briques. Je suis resté là, figé, à la regarder, et pendant un instant, tout cela m'a semblé irréel. Mais voilà le truc, une fois la nouvelle digérée, je lui ai demandé de combien de temps elle était enceinte. Je m'attendais à ce qu'elle dise 2 semaines tout au plus. Et là, elle me répond entre 4 et 7 semaines. Immédiatement, j'ai commencé à faire les calculs dans ma tête. J'étais parti depuis 5, peut-être 6 semaines, selon comment on comptait les jours. Peu importe comment je faisais les comptes, ça ne collait pas. J'ai gardé mon calme et je lui ai demandé si elle était vraiment sûre du timing. Je pensais qu'elle allait peut-être se raviser, dire qu'elle s'était trompée ou qu'elle n'était pas certaine. Mais non, elle hochait la tête, absolument sûre d'elle. Je lui ai dit, Mélissa, je suis parti depuis presque 6 semaines, ça ne colle pas, elle s'est tout de suite mise sur la défensive, comme si je venais de l'accuser de quelque chose d'énorme. Tu doutes de moi, a-t-elle répliqué. Elle disait, c'est notre bébé. Et là, j'ai compris qu'elle était résolue à me faire accepter cette grossesse sans poser de questions, sans objection, sans rien contester. Mais il n'était pas question que je me laisse embarquer là-dedans à l'aveugle. Alors, aussi calmement que possible, je lui ai dit que si elle voulait que je sois impliqué, il fallait 2 choses. Premièrement, un test de paternité pour s'assurer que l'enfant était bien le mien. Deuxièmement, si le test prouvait que j'étais le père, alors nous passerions par des avocats pour organiser la pension et la garde. Je ne voulais pas être un salaud, mais je n'allais pas me faire piéger dans une situation aussi grave si l'enfant n'était même pas le mien. Et là, elle a explosé. Elle est passée de défensive à carrément furieuse. Elle criait que je l'insultais, que je ne lui faisais pas confiance, et elle répétait sans cesse, « Je ne peux pas croire que tu me demandes ça. » Pour elle, le simple fait de demander un test de paternité revenait à la traiter de menteuse en pleine figure. Mais j'en avais fini avec les faux semblants. Je lui ai dit que si elle refusait de faire le test, alors c'était fini entre nous. Et c'est là que ça a pris une tournure vraiment étrange. Elle a tout simplement dit, je n'accepte pas ça. Comme si elle pouvait juste refuser qu'on rompe. Je ne sais même pas comment c'est censé marcher, mais elle a continué comme si je n'avais rien dit, faisant comme si on était encore ensemble. Quand j'ai finalement quitté son appartement, j'espérais qu'elle se calmerait et qu'elle comprendrait que j'étais sérieux à propos de la rupture. Mais ce n'était que le début d'un long cauchemar. Les semaines suivantes ont ressemblé à un mauvais film. Mélissa a commencé à raconter à tout le monde que j'étais un lâcheur qui l'avait abandonnée alors qu'elle était enceinte. Elle l'a dit à tous nos amis, à nos anciens collègues, même à des connaissances que je ne fréquentais plus depuis longtemps. Du jour au lendemain, je recevais des appels d'amis communs me disant, « Tim, tu devrais vraiment faire ta part, elle est enceinte et elle a besoin de toi. » À chaque fois que j'essayais d'expliquer ma version, c'était comme parler à un mur. Mélissa les avait convaincus qu'elle était cette pauvre fille abandonnée, obligée de se débrouiller seule. Certains de mes amis lui ont même proposé une aide financière, et je savais que quelques-uns lui donnaient de l'argent. Elle avait réussi à me faire passer pour un monstre, et personne ne voulait écouter mon point de vue. Sur les réseaux sociaux, elle postait toutes sortes de messages plaintifs, des mises à jour pseudo-dramatiques, laissant entendre que sa vie était devenue un enfer. Et les gens adoraient ça. J'ai essayé de contacter des gens pour leur expliquer la vérité, mais j'avais l'impression que ça ne servait à rien. Même ma famille commençait à être impliquée dans cette histoire, et j'ai fini par consulter un avocat, juste pour me protéger. J'avais envisagé de lui proposer un petit soutien financier, juste au cas où l'enfant serait vraiment le mien, pour éviter que la situation ne devienne encore plus compliquée. Mais mon avocat m'a formellement déconseillé de lui verser quoi que ce soit, car cela pourrait être interprété comme une reconnaissance tacite de paternité. En gros, si je lui envoyais un seul centime, cela pourrait se retourner contre moi plus tard.
C'était une impasse totale. Pendant ce temps, Mélissa ne manquait pas d'oreilles compatissantes. Il y avait ce type, Tony, qui n'arrêtait pas de me harceler pour que je fasse ce qu'il fallait et que je la soutienne. Il avait cette idée que l'aider ne me causerait aucun problème juridique. J'ai fini par lui dire, écoute, si tu te sens si concerné, alors pourquoi ce n'est pas toi qui la soutiens? Il a lâché l'affaire après ça, mais ça m'a laissé un goût amer. Des gens que je considérais comme des amis étaient plus enclins à la croire, elle, qu'à me croire moi. Le pire, c'était les rencontres inattendues. Je pouvais être au supermarché ou sortir avec des amis, et des gens me lançaient ce regard, comme s'ils savaient tout de ma situation et n'attendaient qu'une excuse pour me juger. Peu importe ce que je disais, ça ne changeait rien. Ils voyaient juste en elle cette pauvre femme enceinte qu'on avait abandonnée, et moi, j'étais le mec qui avait pris la fuite. J'essayais d'expliquer qu'il n'y avait aucune preuve que j'étais le père, mais ça ne faisait que renforcer l'impression que j'étais dans le déni. Et en plein milieu de tout ça, Mélissa a commencé à m'envoyer des photos, juste des clichés mis en scène d'elle et du bébé. Elle ajoutait des légendes comme « Lucie veut savoir où est son papa », et c'était clairement destiné à me faire culpabiliser. Je les supprimais et essayais de les ignorer, en espérant qu'elle finirait par abandonner. Mais je commençais à comprendre que ce ne serait pas si simple. Franchement, avec le recul, je me rends compte à quel point j'étais naïf. Je croyais que si je l'ignorais, elle finirait par passer à autre chose. Mais Mélissa n'était pas prête à me laisser partir aussi facilement. Chaque fois que je tournais la tête, elle était là, racontant son histoire à d'autres, essayant de me ramener dans sa toile. Et ce n'était que le début. Je n'avais aucune idée à quel point les choses allaient devenir plus compliquées. Après tout ce bazar, moi essayant de couper les ponts, Mélissa n'a rien lâché. C'était comme si elle s'était donnée pour mission personnelle de me garder piégé dans sa toile, et tous les 2 ou 3 mois, elle trouvait une nouvelle façon de me ramener dans son monde. Au début, c'était subtil, juste quelques messages par-ci par-là. Elle m'envoyait des nouvelles aléatoires comme « Lucie va très bien, elle a souri pour la première fois aujourd'hui ». Je les ignorais, puis une semaine plus tard, j'en recevais un autre « Je sais que Lucie te manque » ou « C'est dommage que tu rates tous ces moments spéciaux ». Je me disais qu'elle finirait par se lasser. Mais non. Mélissa trouvait toujours un moyen de me rappeler qu'elle existait, qu'elle avait ce bébé qu'elle croyait être le mien, et que j'étais en train de passer à côté. Ensuite, elle a commencé à intensifier les choses. Je sortais avec des amis, et elle débarquait de nulle part avec le bébé, agissant comme si on était toujours ensemble ou quelque chose du genre. Elle arrivait en tenant Lucie dans ses bras, souriant comme si tout ça était parfaitement normal. « Au salut », disait-elle, comme si c'était anodin. Je me suis dit que tu voudrais voir ta fille. Imagine les regards que je recevais des gens qui avaient déjà entendu sa version des faits. Mes amis me fixaient, comme si j'étais ce salaud qui avait abandonné son enfant. Et Mélissa jouait la femme blessée, comme si elle ne comprenait pas pourquoi j'étais aussi froid. Je partais ou je lançais une remarque brève pour couper court, mais c'était épuisant. Cette femme n'avait aucune honte, et elle était absolument déterminée à me faire culpabiliser. Après les premières fois, j'en ai eu assez et je suis retourné voir mon avocat. Je lui ai parlé de ses apparitions partout, de ses messages, du fait qu'elle disait à tout le monde que Lucie était ma fille. Il m'a suggéré d'essayer d'obtenir une ordonnance d'éloignement, même si ce serait difficile à obtenir. Alors on a déposé une demande, et j'ai fini par obtenir une ordonnance restrictive temporaire contre elle. Le problème, c'est que dans mon état, même une ordonnance permanente ne dure que 2 ans, sauf s'il y a eu un crime violent, ce qui n'était évidemment pas le cas ici. Mais je me suis dit, très bien, au moins j'aurai 2 années de tranquillité. Sauf que non. 2 ans sont passés en un éclair, et le jour même où l'ordonnance a expiré, Mélissa était de retour, envoyant des messages, réapparaissant, essayant de capter mon attention. J'ai dû retourner au tribunal pour la renouveler. Et c'est devenu un cycle, tous les 2 ans, comme une horloge. Et à chaque fois, elle revenait dès que l'ordonnance expirait, affirmant que Lucie avait besoin de son père, ou qu'elle avait du mal en tant que mère célibataire et qu'elle avait besoin d'aide. Il y a même eu des fois où elle s'est pointée chez moi avec Lucie, essayant d'entrer. Elle me répétait que ce n'était pas sain pour Lucie de ne pas connaître son père, et elle se mettait en colère si je refusais de la laisser entrer. Je devais la raccompagner dehors, parfois sous le regard des voisins, et je pouvais presque sentir les rumeurs se propager. Tout ce que je voulais, c'était de la distance par rapport à ce cauchemar. Mais chaque fois que je pensais que les choses se calmaient, elle trouvait un moyen de revenir. L'un des pires moments, c'était pendant un événement professionnel. J'étais à un dîner de travail, en train de discuter avec des collègues, quand Mélissa a débarqué avec Lucie, comme si c'était une réunion de famille. Mon patron était là, des gens avec qui je travaillais,
tous me regardant comme si j'avais mené une double vie secrète. Elle m'a pris à part et a commencé à me parler du fait que Lucie méritait de connaître son père. Je lui ai dit clairement, devant mon patron, un test de paternité, Mélissa. Et ensuite, on parlera. Mais elle a immédiatement fondu en larmes, créant une scène, et me suppliant presque de simplement donner une chance à Lucie. Après ça, j'ai dû passer des semaines à m'expliquer auprès de mon patron, à lui dire que non, je n'étais pas en secret le père, et que oui, je faisais face à une situation complètement dingue. C'était, au minimum, humiliant, et ça a rendu les choses inconfortables au travail pendant un bon moment. Finalement, mon avocat m'a conseillé de redéposer une nouvelle demande, pour une ordonnance plus solide, même si elle ne pouvait légalement durer que 2 ans. Il m'a dit que si on pouvait prouver un schéma répétitif, cela pourrait rendre plus difficile pour elle de contourner les règles. Alors on a recommencé tout le processus. On a présenté chaque incident, chaque message, chaque fois où elle s'était pointée sans prévenir. Le juge a approuvé, mais bien sûr, je savais que ce serait la même histoire. 2 ans de calme si j'avais de la chance, mais une fois ces 2 ans passés, dès que l'ordonnance expirait, je recevais à nouveau des messages. Mélissa ne pouvait tout simplement pas s'en empêcher. Et elle ne se contentait plus de moi. J'entendais des amis communs ou d'anciens collègues me dire qu'elle parlait encore de moi, qu'elle racontait que le père de Lucie l'avait abandonnée. Elle était inlassable. Un ami m'a même appelé un jour en disant « Mec, peut-être que tu devrais juste faire ce qu'elle demande. » Je veux dire, on ne sait jamais. Peut-être que Lucie est vraiment ta fille. C'était comme si personne ne se souciait de ce que j'avais à dire. Comme si l'histoire larmoyante de Mélissa était la seule version qui comptait. À un moment donné, j'ai simplement cessé d'essayer de me justifier. Je me suis dit que les gens croiraient ce qu'ils voulaient croire, et que je ne pouvais pas contrôler ça. Mais c'était épuisant de gérer tous les jugements, les suppositions, les regards des gens qui me traitaient comme si j'étais un père indigne qui n'en avait rien à faire de son enfant. Et Mélissa savait exactement comment appuyer là où ça fait mal. Tous les 2 ou 3 mois, elle m'envoyait une photo de Lucie, toujours bien posée, avec une petite légende triste du genre « Lucie s'ennuie de son papa ». Je ne répondais même pas, je supprimais les messages et je passais à autre chose. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle balançait ses photos, attendait quelques semaines, puis se pointait à un endroit où elle savait que je serais, comme si elle testait mes limites, pour voir combien de temps il me faudrait avant de craquer. Avec le temps, j'ai eu l'impression qu'elle s'intéressait moins à un véritable soutien qu'à me tirer de nouveau dans sa vie. C'était comme si elle tirait une certaine satisfaction de me savoir coincé dans cette boucle infernale avec elle. Peu importe ce que je disais, peu importe combien d'ordonnances d'éloignement j'obtenais, Mélissa revenait toujours, essayant de me faire entrer dans son petit jeu. À un moment donné, j'ai même envisagé de déménager. Je pensais que si je mettais assez de distance, elle finirait par me laisser tranquille. Mais ensuite, j'ai réalisé que ça ne résoudrait rien, et que je ne devrais pas avoir à fuir ma propre vie. Alors je suis resté, j'ai enduré les regards, les messages, le drame, en espérant qu'un jour, elle se lasserait et passerait à autre chose. Mais Mélissa ne se lassait pas. Au contraire, elle s'accrochait de plus en plus, trouvant toujours de nouvelles façons de s'assurer que je ne l'oubliais pas, ni elle, ni Lucie. Et chaque fois que je croyais que c'était fini, chaque fois que je pensais que j'étais enfin libre d'elle, elle réapparaissait avec une nouvelle histoire, une nouvelle exigence, et toujours la même rengaine, Lucie mérite de connaître son père. Avec le recul, j'aurais dû savoir que ça ne se terminerait jamais facilement. Après des années de visites surprises et de demandes incessantes, je m'étais habitué à ces apparitions sorties de nulle part. Mais je n'avais aucune idée que les choses allaient devenir encore plus étranges. Un jour, je discutais avec un vieil ami, Ben. On ne s'était pas parlé depuis un moment, alors on discutait tranquillement. Et, d'une manière ou d'une autre, le nom de Mélissa est venu sur le tapis. Ben fait partie des rares personnes qui ont toujours cru à ma version de l'histoire. Alors je lui ai raconté comment elle revenait systématiquement dans ma vie dès que l'ordonnance d'éloignement expirait, répétant toujours la même histoire, Paul, Lucie est ta fille, sans jamais accepter de faire un test de paternité. Et là, Ben me sort de nulle part, mec, tu ne vas pas y croire, mais je pense qu'elle a essayé le même coup avec un gars que je connais. Il est sorti avec elle pendant un moment, et elle lui a dit qu'il pourrait être le père aussi. J'étais stupéfait. Je pensais qu'il plaisantait, mais Ben était sérieux. Il a commencé à m'expliquer que son ami Dave était sorti brièvement avec Mélissa, et que quand il avait mis fin à la relation, elle était revenue quelques semaines plus tard en disant qu'elle était enceinte et en laissant entendre qu'il pourrait être le père. Je suis resté là, à essayer d'assimiler tout ça. Pendant toutes ces années, j'avais cru être le seul que Mélissa avait ciblé. Mais là, je commençais à me demander si elle n'avait pas fait le même coup à d'autres types,
utilisant Lucie pour soutirer de l'argent à quiconque pouvait mordre à l'hameçon. L'idée semblait à la fois ridicule et totalement plausible. Alors j'ai demandé à Ben s'il pouvait me présenter à Dave. Il était totalement d'accord, alors il l'a appelé, lui a expliqué la situation, et en moins d'une heure, je parlais à ce gars qui avait vécu pratiquement la même expérience. Dave m'a raconté que Melissa lui avait sorti le grand jeu du « je suis enceinte et tu pourrais être le père », mais qu'il avait exigé un test de paternité tout de suite. Ce qu'elle avait bien sûr refusé. Contrairement à moi, il avait posé des limites dès le départ et avait coupé les ponts avant que les choses ne deviennent compliquées. À ce stade, j'étais complètement déboussolé. Je me demandais combien d'hommes elle avait piégé comme ça. Dave était aussi curieux que moi, alors on a commencé à creuser, à contacter des gens qu'on savait avoir eu un lien avec elle, des amis communs, d'anciens collègues, n'importe qui pourrait en savoir plus. Et plus on creusait, plus on découvrait d'histoires. Il s'est avéré que Melissa avait été très active. On a fini par découvrir 2 autres hommes qui avaient vécu des situations similaires. L'un d'eux, un gars nommé Steve, l'avait même aidé financièrement pendant un certain temps, pensant qu'il faisait ce qu'il fallait. Elle l'avait convaincu que s'il tenait vraiment à elle, il devrait lui donner un peu d'argent pour l'aider avec Lucie. Il m'a dit qu'elle ne demandait jamais beaucoup, juste quelques centaines d'euros ici et là, qu'il lui avait donné à plusieurs reprises pour ne pas passer pour un salaud. Mais chaque fois qu'il demandait un test de paternité, elle se mettait sur la défensive, disant que c'était insultant, qu'elle n'en revenait pas qu'il puisse douter d'elle. Et me voilà, assis là avec Ben, Dave et Steve, complètement sidéré. Pendant des années, j'avais cru que l'obsession de Melissa pour moi venait de la rancune, mais il s'avérait qu'elle menait en réalité une véritable arnaque auprès de toute une série de mecs, utilisant Lucie comme levier pour soutirer de l'argent à ceux qui mordaient à l'hameçon. Le plus fou, c'est que ces gars-là avaient tous simplement tourné la page, comme si ce n'était qu'une mauvaise expérience de plus. Aucun d'eux n'avait vraiment creusé plus loin ni cherché à comprendre ce qu'elle faisait. Probablement parce qu'elle avait été assez maligne pour garder les choses discrètes, en demandant de petites sommes et en se présentant toujours comme la victime. Elle jouait tellement bien son rôle que personne n'avait pensé à comparer leurs histoires. Et c'est exactement comme ça qu'elle avait pu s'en tirer pendant aussi longtemps. À ce stade, j'avais l'impression d'être au cœur d'un mystère complètement tordu qui venait tout juste de commencer à se dévoiler. On a commencé à reconstituer une chronologie, à essayer de comprendre à quel moment elle avait été avec chacun de nous, et quand elle avait commencé à utiliser Lucie comme pion. C'était comme un puzzle malsain, où chacun de nous détenait une pièce qui ne faisait sens qu'une fois réunie avec les autres. J'ai décidé qu'il était temps d'en parler à mon avocat et de voir ce qu'on pouvait vraiment faire. Je ne pouvais pas la laisser continuer à me faire ça, ni à moi, ni aux autres gars. Alors on a tous décidé de s'unir et d'agir ensemble. Mon avocat était sidéré quand je lui ai expliqué toute la situation. Il n'avait jamais rien vu de tel, mais il a dit que si on agissait ensemble, on pourrait constituer un dossier solide contre elle et enfin obtenir une forme de clôture à toute cette histoire. Après notre dépôt de plainte, Melissa a été sommée de comparaître au tribunal. Et c'est là que les choses sont devenues encore plus chaotiques. Elle a essayé de tout nier, en jouant la carte de l'innocence, comme si on était juste une bande d'ex-amères voulant s'en prendre à elle. Mais comme nous racontions tous la même histoire, elle n'avait aucune chance. Mon avocat a souligné qu'elle avait refusé un test de paternité avec chacun d'entre nous, qu'elle avait pris de l'argent à Steve sous de faux prétextes, et que son récit changeait en fonction de la personne à qui elle parlait. Sous la pression, elle a commencé à perdre pied. Finalement, le juge lui a ordonné de faire un test de paternité pour Lucie. Et là, on a vu le visage de Melissa devenir livide. Pour la première fois, elle perdait le contrôle de son petit jeu, et elle le savait. Elle a tenté d'argumenter avec le juge, en disant que ce test était inutile et insultant. Mais le juge n'a rien voulu entendre. Nous avons tous passé les tests. Et à ce moment-là, j'ai enfin commencé à ressentir que ce cauchemar touchait peut-être à sa fin. Le juge a fixé une date pour les résultats, et je me souviens avoir quitté la salle d'audience ce jour-là avec un étrange mélange de soulagement et de colère. J'étais en colère, c'est sûr, mais j'éprouvais aussi un sentiment de satisfaction, comme si, peut-être, c'était enfin la fin. La fin des manipulations incessantes de Melissa, des coups de culpabilité. Ce qui m'a sidéré, c'est de voir à quel point elle avait failli s'en sortir. Si ce n'était pas pour cette conversation par hasard avec Ben, aucun d'entre nous n'aurait jamais su que d'autres gars vivaient exactement la même chose. Elle aurait pu continuer encore longtemps, attirant d'autres hommes dans son chaos, leur extorquant de l'argent avec cette histoire inventée de père de Lucie. C'était comme si elle avait perfectionné sa routine, sachant exactement comment manipuler les gens sans jamais aller trop loin. Le pire, c'est que je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Lucie. Cet enfant était utilisé comme un outil par sa propre mère, sans avoir la moindre idée de qui était vraiment son père,
ni même s'il avait jamais été là. C'était triste, vraiment. Et j'ai réalisé que si Mélissa était capable de nous faire ça, alors qui sait ce qu'elle faisait vivre à cette petite. Mais ce n'était pas à moi de régler ce problème. Tout ce que je voulais, c'était que Mélissa me laisse tranquille, moi et les autres, qu'elle mette fin à son jeu une bonne fois pour toutes. Et enfin, j'ai eu l'impression que cela pourrait réellement arriver. Le jour est enfin arrivé où nous avons dû affronter Mélissa au tribunal. Et je peux te dire que c'était surréaliste. Après des années de manipulation, de chantages émotionnels et de mensonges, nous étions tous là, dans la même salle. Les autres gars et moi avions passé des mois à nous préparer, à comparer nos récits, à travailler avec nos avocats. Mais en attendant que l'audience commence, j'ai été frappé par la folie de cette situation. Une bande de quasi-inconnus, réunis par l'arnaque sans fin d'une seule femme. C'était comme un mauvais film, sauf qu'on le vivait réellement. Quand Mélissa est entrée, elle affichait un grand sourire, essayant de faire croire que tout ça n'était qu'un immense malentendu. Elle a même fait un petit signe de la main à l'un des gars qu'elle avait harcelé, comme si elle entrait dans un café pour retrouver des amis. Incroyable, mais typique de Mélissa. Toujours en train de jouer pour son public, toujours en train de se faire passer pour la victime qui ne comprend pas pourquoi tout le monde s'acharne sur elle. Puis l'audience a commencé. Elle a immédiatement tenté de tordre les faits, se présentant comme une mère célibataire en difficulté, qui essayait simplement de subvenir aux besoins de sa fille. Elle parlait comme si elle était une martyre. J'étais là, serrant les dents pendant qu'elle racontait son histoire larmoyante. Mais le juge n'y croyait pas une seconde. On pouvait lire le scepticisme sur son visage. Mon avocat a tout exposé, en commençant par mon histoire. Il a expliqué comment Mélissa avait affirmé dès le début que j'étais le père, comment elle avait refusé un test de paternité, et comment elle utilisait sans cesse la phrase « Lucie a besoin de son papa » pour me faire culpabiliser et me forcer à garder le contact. Il a cité chaque message, chaque apparition non désirée, chaque fois où elle m'avait entraîné dans ses histoires, pour ensuite disparaître dès que je demandais des preuves. C'était dur d'entendre tout ça, résumé en une chronologie aussi triste que tordue. Puis il a passé la parole aux autres. Dave, Steve et les autres gars ont raconté à tour de rôle leur version, chacune presque identique à la mienne. Mélissa apparaissait, disait qu'elle était enceinte, insistait pour dire qu'ils étaient le père, et refusait tout test, tout en leur extorquant un soutien. C'était comme écouter un disque rayé. Les mêmes mensonges, les mêmes manipulations, juste avec des noms et des visages différents. L'avocat de Mélissa a essayé de la défendre, en disant qu'on ne pouvait rien prouver, qu'elle avait juste été mal comprise, et que nous exagérions. Mais quand le juge a relu toutes nos déclarations et vu à quel point elles se ressemblaient, même lui a eu du mal à garder son sérieux. C'était évident que l'avocat de Mélissa s'accrochait à des arguments vides, essayant de transformer ce chaos en quelque chose d'innocent. Mais avec autant d'entre nous présents à raconter exactement la même histoire, il n'avait aucune chance. Puis le juge s'est tourné vers Mélissa, et il en avait fini d'être conciliant. Il lui a demandé directement pourquoi elle avait refusé chaque test de paternité, pourquoi elle continuait d'insister que Lucie était l'enfant de chacun d'entre nous, alors qu'elle refusait de le prouver. Le visage de Mélissa est devenu rouge, elle a commencé à bégayer en disant qu'elle trouvait cela insultant et que la parole d'une mère devrait suffire. Elle a essayé de faire appel à la culpabilité, parlant de la difficulté d'être mère célibataire et de son seul but qui était de protéger Lucie. Le juge l'a regardée longuement avant de dire « Mademoiselle Clark, plusieurs hommes vous ont demandé à de multiples reprises une preuve de paternité, et vous avez refusé à chaque fois. Je dois remettre en question la sincérité de vos affirmations. » Pour la première fois, Mélissa semblait ébranlée. Elle a ouvert la bouche comme pour répondre, mais aucun mot n'est sorti. Finalement, elle a murmuré quelque chose à propos du fait qu'elle ne pensait pas que ce soit nécessaire. C'est alors que mon avocat a repris la parole. Il a souligné qu'elle avait accepté de l'argent de Steve pendant des années, tout en sachant pertinemment qu'il n'était peut-être pas le père. Il a expliqué comment elle avait manipulé les gens, comment elle avait empêché Lucie d'avoir tout lien réel avec sa véritable famille, juste pour maintenir son mensonge. On pouvait voir Mélissa se ratatiner à mesure que les mots tombaient. Son sourire confiant avait disparu, remplacé par un regard piégé, comme si elle comprenait enfin qu'elle était démasquée. Puis le juge a ordonné un test de paternité sur le champ. Mélissa a essayé encore une fois de protester, disant que c'était toujours humiliant et insultant d'y être contrainte. Elle s'est même tournée vers le juge, les larmes aux yeux, disant « Je ne comprends pas pourquoi ils me font ça. » Mais le juge en avait fini avec elle. Il lui a dit que ce test n'était pas seulement pour notre tranquillité d'esprit, mais aussi pour Lucie, pour qu'elle puisse enfin savoir qui était vraiment son père. Mélissa est restée silencieuse après ça, et on pouvait voir qu'elle savait qu'elle avait perdu. Je me souviens être resté là à la regarder,
ressentant un mélange de soulagement et de dégoût. Elle avait tellement essayé de nous faire passer pour les méchants, de transformer ses mensonges en histoires tristes, mais maintenant, sans plus aucun endroit où se cacher, elle n'était plus qu'une femme prise dans sa propre toile de mensonges. Alors que nous nous apprêtions à quitter la salle, Mélissa a regardé autour d'elle, évitant de croiser le regard de quiconque. Elle n'a pas dit un mot, n'a même pas tenté de se justifier. Je pense qu'elle savait qu'à ce stade, plus personne ne la croyait. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que, peut-être, cette histoire touchait réellement à sa fin. Quitter le palais de justice ce jour-là, c'était comme sortir d'un brouillard. Pendant si longtemps, j'avais été prisonnier de son drame, toujours à regarder par-dessus mon épaule, à me demander quand elle allait ressurgir avec une nouvelle accusation ou une nouvelle histoire. Mais maintenant, c'était terminé. Pour nous tous. Nous allions enfin obtenir des réponses, et pour une fois, Mélissa n'était plus celle qui contrôlait le récit. Je suis sorti avec les autres gars, et on s'est tous regardés avec cette expression étrange mêlant soulagement et épuisement. Je ne crois pas que l'un de nous savait quoi dire. Il n'y avait plus grand-chose à dire, honnêtement. Nous avions tous traversé l'enfer, et enfin, nous étions sur le point d'obtenir la vérité que nous méritions. C'était comme si nous avions été liés par cette expérience folle, et que maintenant, en quittant cette salle, chacun d'entre nous s'éloignait pour de bon. Il ne restait plus qu'une chose, les résultats du test de paternité. Et enfin, nous saurions. Fini les suppositions, fini les mensonges, fini la culpabilité. Juste la vérité, claire et simple. Et honnêtement, c'est tout ce que l'un de nous avait jamais voulu. Après toutes ces années, tous ces drames, toutes ces accusations insensées et ces apparitions surprises, le schéma, les résultats du test sont enfin arrivés. Je l'admets, attendre cette réponse finale n'a pas été facile. Même si j'avais toujours été convaincu que Lucie n'était pas ma fille, il y avait encore cette infime parcelle de doute qui me rongeait. Je veux dire, et si Mélissa avait eu raison depuis le début? Mais au fond de moi, j'étais presque certain d'avoir été manipulé. Le jour où les résultats sont arrivés, j'étais au travail. Mon avocat m'a appelé pour me dire qu'il avait les résultats en main et que c'était sans ambiguïté. Pas de peut-être, pas de probabilité. Mon cœur battait à tout rompre quand je suis sorti dans le couloir. Mes collègues ont dû penser que je perdais la tête, à faire les 100 pas comme ça. Finalement, je lui ai demandé franchement, est-ce que je suis le père, oui ou non? Et tout simplement, il a confirmé ce que j'avais toujours su. Je n'étais pas le père de Lucie. Je ne peux même pas décrire le soulagement qui m'a envahi. C'était comme si un poids immense m'avait été retiré, comme si j'avais porté une encre invisible pendant des années. Je pouvais enfin tourner la page sur toute cette folie, en sachant que j'avais tout fait pour rétablir la vérité. Bien sûr, il y avait de la colère aussi. De la colère envers Mélissa pour toutes ces années perdues, pour avoir sali mon nom, pour m'avoir fait passer par toutes ces épreuves juste pour éviter la vérité. Mais surtout, je me sentais soulagé, terminé. Après avoir raccroché avec mon avocat, j'ai envoyé un message rapide aux autres gars pour leur dire que les résultats étaient là, et que nous étions tous blanchis. Très vite, on s'est retrouvés en appel de groupe, en train de célébrer d'une manière très étrange. Il n'y avait pas de cris de joie ou de grands gestes triomphants. C'était plutôt un silence partagé, une compréhension mutuelle que nous avions survécu à quelque chose de profondément tordu, et que nous pouvions enfin passer à autre chose. Tout le monde avait la même réaction, un mélange de soulagement et d'incrédulité. C'était comme si nous étions sortis d'une bataille, indemne mais marquée. Mais ce n'était pas encore fini pour Mélissa. Apparemment, dès qu'elle a eu connaissance des résultats, elle a complètement perdu les pédales. Elle s'est pointée chez moi le lendemain matin, hurlant sur ma pelouse, comme si le monde entier l'avait trahie. Elle criait toutes sortes d'inepties, disant que j'étais un lâche, que j'avais monté Lucie contre elle, que j'avais détruit sa vie. Tout le quartier l'entendait. Je n'ai même pas essayé de réagir. Je me suis simplement tenu à la fenêtre, la regardant faire sa scène, en sachant qu'elle n'avait plus rien à utiliser contre moi. Finalement, la police est arrivée et l'a emmenée. Elle avait violé à nouveau l'ordonnance d'éloignement, alors cette fois, elle a été réellement arrêtée. Une partie de moi avait de la peine pour Lucie. Elle avait grandi avec une mère tellement obsédée par son mensonge qu'elle ne lui avait jamais permis de connaître la vérité. Je n'osais imaginer ce que cela lui avait fait, d'être élevée dans un tel environnement. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'arrière-grand-mère de Lucie, Rose, a pris contact via mon avocat. Elle a envoyé une lettre d'excuse, disant qu'elle n'avait jamais su que Mélissa mentait à autant de monde, qu'elle était vraiment désolée pour tous les problèmes que Mélissa avait causés. Apparemment, Rose avait soutenu Mélissa financièrement pendant la majeure partie de la vie de Lucie, pensant qu'elle aidait simplement sa petite fille en difficulté.
Maintenant qu'elle connaissait la vérité, elle avait coupé tout soutien, et Lucie vivait désormais chez elle à plein temps. Je ne savais pas grand-chose de Rose, mais je savais que c'était probablement la meilleure chose qui pouvait arriver à Lucie. Avec la lettre d'excuse, Rose m'a proposé de lire une lettre écrite par Lucie, qui était évidemment bouleversée et confuse. La lettre commençait par « à l'homme que je pensais être mon père ». Rien que cette phrase m'a coupé le souffle. Elle expliquait que sa mère lui avait toujours dit que son père l'aimerait s'il la rencontrait un jour, mais que j'étais trop occupé pour m'occuper d'elle. Lucie écrivait que toute sa vie, on lui avait raconté cette histoire, cette idée que j'étais son père mais que je ne voulais pas d'elle. Elle disait qu'elle demandait souvent à Mélissa pourquoi je ne venais jamais, pourquoi je ne montrais jamais le moindre signe, et que chaque fois, Mélissa lui disait que je ne voulais pas de famille. Plus je lisais, plus je ressentais un mélange étrange de culpabilité et de colère. Je n'avais aucune idée que Lucie vivait tout ça. C'était juste une enfant, prise au milieu d'un mensonge qu'elle n'avait jamais demandé. J'aurais aimé pouvoir arranger les choses pour elle, mais au fond, ce n'était pas à moi de le faire. Dans la lettre, Lucie s'excusait pour la tournure des événements, et elle disait même qu'elle espérait que je lui pardonnerais tout ça. Ça m'a touché en plein cœur. Cette enfant s'excusait pour une situation dont elle n'était absolument pas responsable. C'était évident qu'on lui avait menti toute sa vie, et j'étais profondément désolé qu'elle ait dû traverser ça. Mais je ne pouvais pas vraiment intervenir non plus. C'était à Mélissa de réparer les dégâts. Et j'espérais que Rose aiderait Lucie à surmonter tout ça. Les répercussions ont été assez intenses, surtout pour Mélissa. Sa propre famille s'est retournée contre elle, et Rose a coupé les fonds. Je ne pense pas qu'elle ait encore un vrai soutien autour d'elle. Une partie de moi ressent de la pitié, mais pour l'essentiel, je suis soulagé. Soulagé qu'elle ne puisse plus manipuler d'autres personnes dans ses jeux tordus. Elle fait enfin face aux conséquences de ces années de mensonges, et j'espère qu'elle y réfléchira à 2 fois avant de recommencer. Quant à moi, je peux honnêtement dire que je suis en paix avec tout ça. Cette histoire a été un cauchemar, bien sûr, mais au moins maintenant je connais la vérité. Je peux avancer sans me remettre en question, sans me demander si, peut-être, j'avais eu tort pendant toutes ces années. Et pour la première fois depuis plus de 10 ans, je me sens vraiment libéré de tout ça. Toute cette expérience m'a appris beaucoup de choses sur les gens, sur la confiance, et sur jusqu'où quelqu'un peut aller pour protéger son propre récit. Et oui, ça m'a laissé des cicatrices, mais ça m'a aussi apporté une sorte de clôture étrange. Je sais que je ne suis pas le père de Lucie. Et même si j'ai de la compassion pour elle, je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais pour gérer cette histoire du mieux possible. Parfois, c'est tout ce qu'on peut espérer. Et maintenant, c'est fini. Fini Mélissa, fini les procédures, fini le drame. Je vais de l'avant, et je ne me retournerai plus jamais. Je pensais que j'allais enfin pouvoir conclure toute cette histoire, mais parfois, la vie a encore un dernier rebondissement en réserve. Après toutes les batailles juridiques, le test de paternité et tout ce chaos avec Mélissa, je croyais que c'en était fini. Mais il y a environ un mois, j'ai reçu un message inattendu de Lucie elle-même. Elle voulait me parler, mais cette fois, ce n'était pas à propos de moi, ni des années de mensonges que sa mère nous avait tous fait subir. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi et que maintenant qu'elle connaissait la vérité, elle voulait essayer de retrouver son vrai père. Et, étrangement, elle espérait que je pourrais l'aider. Au début, je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi pensait que ça ne ferait que rouvrir de vieilles blessures, surtout que Mélissa avait cette habitude de surgir au pire moment. Mais Lucie était différente. Elle était sincère, et je voyais bien qu'elle voulait juste des réponses. Alors, après quelques échanges, j'ai accepté. Je me suis dit que si je pouvais l'aider à éviter de revivre le même enfer que moi, ça en vaudrait la peine. La recherche a commencé modestement. Lucie avait quelques affaires de sa mère, des photos, quelques vieilles lettres, des choses qui pouvaient peut-être nous donner des indices. On a tout examiné ensemble, comparé les dates, les personnes que Mélissa avait fréquentées à l'époque où elle était tombée enceinte. Honnêtement, c'était surréaliste. J'étais là, à l'aider à découvrir la vie que sa mère lui avait cachée. Et pendant ce temps, j'apprenais aussi à mieux la connaître. Il y avait une photo en particulier qui a retenu notre attention. C'était Mélissa avec un homme qu'aucun de nous ne connaissait. Une vieille photo Polaroid, un jeune homme souriant à côté d'elle. Pas de date, pas de nom au dos. Juste 2 sur une plage quelconque. Mais quelque chose dans cette image nous a tous les deux semblé important. Lucie se souvenait que sa mère avait mentionné un petit ami qu'elle avait eu juste avant de me rencontrer. Un homme dont elle n'avait plus jamais parlé après leur rupture. On n'avait pas grand-chose, mais c'était un début. Avec un peu de recherche en ligne, on a fini par le retrouver. Il s'appelait Alex,
et on a trouvé son profil sur une ancienne page de réseau social, à peine mise à jour. Lucie a pris une grande inspiration et lui a envoyé un message. Je voyais bien qu'elle était à la fois excitée et terrifiée. C'était peut-être l'homme qu'elle avait cherché toute sa vie. L'attente était insupportable, et Lucie faisait de son mieux pour rester calme. Quelques jours plus tard, Alex a répondu. Il était choqué, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il a accepté de la rencontrer et d'écouter ce qu'elle avait à dire. Elle m'a demandé si je pouvais venir avec elle pour la soutenir. Je ne m'y attendais pas, encore une fois. Je n'étais pas son père, et je ne savais pas vraiment quelle était ma place dans tout ça. Mais je voyais bien qu'elle se sentait plus rassurée avec moi à ses côtés. Alors j'y suis allé. Quand on a rencontré Alex, il était évidemment un peu plus âgé, mais il avait cette attitude chaleureuse et ouverte qui a tout de suite mis Lucie à l'aise. Il a écouté pendant qu'elle lui expliquait tout, comment elle avait grandi, les mensonges qu'on lui avait racontés, le procès récent. On voyait bien qu'il était bouleversé, surtout en entendant parler des années de manipulation de Mélissa. Mais il y avait quelque chose dans son regard qui montrait qu'il était prêt à rattraper le temps perdu, si Lucie était bien sa fille. Après cette première rencontre, Alex a accepté de faire un test ADN. Et je peux vous dire que l'attente pour ces résultats-là, c'était un tout autre niveau de tension. Lucie essayait de se changer les idées, mais chaque fois qu'on parlait, je voyais cette lueur d'anxiété dans ses yeux, comme si elle s'attendait à une nouvelle déception. Finalement, les résultats sont arrivés. Alex était bien son père. Je n'oublierai jamais l'expression sur le visage de Lucie. C'était un mélange de soulagement, de joie et d'incrédulité. Elle avait enfin la réponse qu'elle cherchait. Et pour la première fois, elle avait un vrai sentiment de famille, sans condition. Alex avait l'air aussi submergé qu'elle, mais il lui a pris la main et lui a dit qu'il serait là pour elle, prêt à compenser toutes ces années perdues. Depuis, Lucie apprend à le connaître, doucement mais sûrement. Elle m'a dit qu'il faisait tout pour qu'elle se sente accueillie dans sa vie, et qu'ils avaient même commencé à planifier des moments à passer ensemble pour rattraper le temps perdu. Je ne vais pas mentir, c'est étrange d'être en retrait, de savoir que j'ai aidé Lucie à retrouver son père, mais de ne plus vraiment faire partie de sa vie. Mais l'avoir trouvé la paix et aller de l'avant, ça en valait la peine. Quant à Mélissa, elle a appris pour le test. Et d'après ce que j'ai entendu, elle le vit très mal. Elle raconte toutes sortes de choses, que le test a été truqué, que Lucie a été manipulée par moi et Alex. Mais à ce stade, plus personne ne l'écoute. Même sa propre famille commence enfin à la remettre à sa place. C'est comme si tout le monde avait enfin compris jusqu'où allaient ces mensonges, et qu'ils en avaient assez. Et moi, franchement, je suis en paix. Je pensais que toute cette histoire finirait avec moi qui tourne simplement la page. Mais ça fait encore mieux de savoir que Lucie a trouvé ce qu'elle cherchait. L'avoir aidé à retrouver son père, c'était la bonne chose à faire. Et même si nos chemins ne se croiseront plus beaucoup, je sais qu'elle ira bien. Elle est enfin avec sa vraie famille, libérée de tous ces mensonges qui l'ont tant étouffée pendant des années.